quand même sur un marché mondial qui explose. Et en même temps, on n'arrête pas d'entendre que ce sont des données qui sont sous-utilisées. Ce poids économique intéresse aussi les acteurs européens, puisqu'on a eu quand même un certain nombre de textes, le rapport Draghi, le Data Governance Act, l'IA Act, le Data Act. Donc, tous ces rapports, toutes ces commissions posent la question de la valeur que valent les géodatas afin qu'elles puissent être vendues, échangées, mais aussi de la question de leur valorisation. C'est comment on détermine cette valeur, comment on l'améliore, voire comment on l'améliore. On a des situations très variées. Donc, c'est un sujet qui est complexe. En tant que représentant de la région Sud, on a un travail important de collaboration avec l'ensemble des territoires, donc des communes, des communautés d'agglomération, des métropoles, des départements pour l'aménagement du territoire. Et c'est vrai que ces données géolocalisées sont extrêmement importantes. La donnée, d'une manière générale, est la base d'une politique publique d'aménagement du territoire. On est face à des événements climatiques dramatiques. Effectivement, il faut disposer de cette donnée. Alors, compte tenu du fait que c'est stratégique, il y a plusieurs approches. Soit on dit chacun va acheter la donnée, parce qu'aujourd'hui, les plus gros producteurs de données, c'est les GAFAM. La plus grosse captation de données, je dirais même le rapt de données, c'est les GAFAM. Et là, on va être face à des grandes inégalités, parce que les communes n'auront pas toutes les moyens d'aller acheter. Le président de la région, Renaud Muselier, a décidé en 2022, ça serait bien qu'on mette tout en commun ces données publiques et qu'elles soient gratuitement mises à disposition des collectivités locales pour pouvoir élaborer leur politique publique. Et la deuxième question, c'est effectivement comment nous, collectivités, les collectivités les plus grandes, qui ont les moyens, peuvent mutualiser et donc acheter de la donnée. Voilà, donc on a par exemple fait une convention de coopération pour acheter des plans orthophoto pour faire le jumeau numérique de la région. On l'a fait avec la métropole Aix-Marseille, on l'a fait avec le département, on l'a fait avec les 6 départements de notre région pour effectivement collaborer. Et ça, c'est une mise en commun des moyens pour acheter de la donnée, pour la mettre en forme, pour la mettre à jour, pour la mettre... voilà, de manière à ce que les collectivités locales ne soient pas face à un mur pour des questions financières. Cette action, elle est très importante pour pouvoir demain faire tourner des modèles d'IA générative pour l'industrie du quantique également, pour nos PME, PMI, pour l'ensemble de nos industries, etc. Il est normal que les entreprises vendent de la donnée. Nous, collectivités, politiques publiques, on doit mettre à disposition la donnée nécessaire à la fois pour le public, pour générer de l'aménagement et des politiques publiques de santé, de défense, de sécurité, et mettre à disposition aussi des données pour de la création à nouveau de valeurs et de start-up. Valoriser les données géolocalisées, les données sensibles du territoire, des entreprises, des citoyens, c'est au cœur de toutes les missions de la Caisse des dépôts. La transition écologique, la transformation numérique, l'inclusion numérique, la souveraineté technologique, l'aménagement du territoire et le développement économique. Donc, la Caisse des dépôts, c'est effectivement un grand groupe, un grand financeur de grands projets en appui aux politiques publiques. Et le groupe est convaincu que les data, c'est un moyen, le meilleur moyen de répondre aux défis écologiques et économiques de notre société. Donc, fort de cette conviction, le groupe développe tous ses moyens d'action opérationnels et financiers pour du coup accompagner cette valorisation, cette exploitation des données. Et parmi tous ces moyens, il en est un que donc j'ai la chance de diriger, c'est le TechSprint. Le TechSprint, c'est donc un programme qui va faciliter l'accès, la circulation, le partage de toutes les données nécessaires à la transition écologique des territoires et des entreprises. Donc faciliter l'accès
la circulation des données. On parle d'open data, mais l'open data ne suffit pas. On parle surtout des données privées. 80% des données nécessaires aujourd'hui à toutes les problématiques, y compris aux problématiques de politique publique, 80% de ces données sont des données qui viennent du privé. Et il y a donc des réserves stratégiques normales pour les entreprises, pour les acteurs privés, à protéger ces données, à éviter que leur valeur ne soit captée par les hyperscalers américains et chinois. Et donc le TechSprint, c'est développer un cadre de confiance souverain, c'est dérisquer le partage massif de la donnée entre acteurs publics et acteurs privés au service de la compétitivité économique des entreprises et au service de la résilience des territoires. C'est donc vraiment un programme très ambitieux qui va soutenir opérationnellement l'émergence d'un nouvel objet nécessaire à la valorisation des data. Ce nouvel objet, il est théorisé, régulé par l'Union européenne. Il est au cœur de la stratégie européenne de la donnée, telle qu'elle est formalisée dans le Data Act, le Data Governance Act et l'AI Act, par la précédente Commission européenne von der Leyen. Elle veut protéger la valeur stratégique de nos données et donc elle vise à mettre en place des espaces communs de données ou data space. Et donc, le TechSprint va favoriser, dérisquer l'émergence d'un data space de la transition écologique au niveau national. Le TechSprint est une grande dynamique collective. C'est à la fois donc le montage d'une infrastructure immatérielle de partage de la donnée, d'une gouvernance et d'un modèle économique de partage de la valeur des données. Nous avons écrit un guide pédagogique qui vulgarise et explique pour tous les décideurs publics et privés ce que sont les espaces communs de données. Vous le trouvez sur le site de la Caisse des dépôts, Décodons les espaces de données. Et nous travaillons avec les collectivités territoriales, avec les pouvoirs publics. Nous travaillons à définir un nouveau modèle économique hybride qui va au-delà des dichotomies publiques-privées et qui va vraiment permettre de valoriser, on l'espère, les géodatas. Comme vous le savez, le spatial est un des producteurs de données très très importants de la géodata. Et ce qu'on constate, c'est que ce marché il est en permanente évolution. Aujourd'hui, on a un marché de la donnée spatiale qui est en train d'évoluer fortement avec des taux de croissance qui sont autour de 8%, ce qui est énorme sur les secteurs d'activité. Le marché sur l'agriculture, par exemple, tel qu'il a été estimé par le SPA, c'est 400 millions d'euros en ce moment. Et c'est à moins de 10 ans, 700 millions d'euros dans le marché des solutions qui utilisent la géodata. Connect Backness, effectivement, son rôle premier, c'est de soutenir l'écosystème, mais c'est aussi promouvoir l'usage de cette donnée, mais aussi, effectivement, d'essayer de la valoriser. On réfléchit justement à des modèles de partage de cette donnée, alors qu'ils soient dans des modèles, on va dire, de services publics, ou en tout cas de partage avec un écosystème public, et dans des modèles plus économiques, où là, on est dans des réflexions type data space du spatial, où il faut qu'on arrive à trouver le bon modèle pour pouvoir distribuer cette donnée, la faire partager, et surtout à qui on veut. C'était qu'il y a 10 ans, la préoccupation première, c'était d'avoir un logiciel et de la donnée. Et souvent, on les voulait en même temps. Donc, on nous demandait de collecter rapidement, bien entendu, le plus économiquement possible, de la donnée. La seule chose, c'est que cette donnée, elle était rarement accessible tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas toujours le logiciel qui était implémenté. C'était difficile de parler à cette époque de valeur. Quelle était la valorisation, l'utilité de cette donnée, puisqu'elle était encore assez peu partagée. Aujourd'hui, en 2025, à peu près, peu ou prou, tout le monde accède très facilement à de la donnée. Et donc, on a été amené à revoir et à réfléchir à un modèle économique. L'activité principale d'Immergis, historique, c'est le mobile mapping. C'est de collecter de la donnée pour les gestionnaires de voiries, d'infrastructures linéaires, pour être générique, SNCF, les voies navigables, autoroutiers, etc. Et donc, leur but premier, c'était déjà de l'avoir, de cette donnée numérisée. Et donc, l'étape suivante, c'était de la rendre accessible, de la partager. Et on est vraiment dans ce moment, le moment de la valorisation pour que cette donnée qui a été qualifiée,
qui est de plus en plus actualisé dans des délais beaucoup plus courts. Et c'est par notamment le développement et tout l'écosystème qu'aujourd'hui, on arrive beaucoup plus facilement à apporter de la valeur. Donc ça, c'est un point important. Alors, en tant que chef d'entreprise, la valeur, pour nous, pour développer notre activité, il faut bien sûr avoir un modèle économique viable. Notre modèle économique, il a été créé, il a évolué au contact de nos clients, où on est passé d'un mode de one shot et à un modèle où tourner autour du cycle de vie de la donnée. Aujourd'hui, la donnée a une obsolescence de plus en plus courte. On la consomme, on a besoin qu'elle soit rafraîchie rapidement. Pourquoi ? Pour faciliter, pour accompagner la bonne prise de décision pour nos usagers. Et aujourd'hui, on est plus sur des modèles pluriannuels où on va assurer la mise à jour. Toutes les entreprises, on passe notre temps à s'adapter au marché qui évolue très très rapidement dans le monde que l'on connaît, à adapter pour continuer et surtout apporter de la valeur. Je tenais juste aussi en tant que trésorier de la FIGEO donner quelques éléments puisque l'année dernière à Nantes, on a eu la chance et le plaisir d'avoir la présentation sur l'étude économique. Et aujourd'hui, la géodata, c'est quand même, ça concerne 2000 entreprises, 52 000 emplois pour à peu près 10 milliards d'euros. Donc on est vraiment sur un sujet important. À travers diverses responsabilités que j'ai pu exercer depuis une dizaine d'années qui ont concerné le sujet de la donnée, j'ai été extrêmement frappé finalement d'une forme de paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, on dit la donnée c'est l'or noir du XXIe siècle. Voilà, ça fait plus de 10 ans qu'on entend ça. Et de l'autre côté, finalement, on ne sait pas qualifier la valeur de la donnée. On produit de la donnée, on en produit de plus en plus avec une résolution, si on parle d'imagerie spatiale, une résolution qui a énormément augmenté. Je crois que c'était dans le rapport qui a été fait collectivement autour de l'étude économique de la géodonnée où on voit comment la donnée au kilomètre carré, la résolution d'imagerie spatiale, mais je me tourne vers le spécialiste, a dû avoir un coût qui a été à peu près multiplié par 10, je crois. Donc c'est pas quelque chose dont le coût diminuerait, il est en train d'augmenter. Et pour autant, les financements des infrastructures, par exemple, fondamentales, les financements des structures de mutualisation, on a parlé des CRIJ depuis ce matin, etc., lui, il n'a pas été multiplié pour autant par 10, ce financement-là. Donc on a une forme de paradoxe. Il n'y a quasiment pas de travaux dans le cadre de la science économique sur les modèles économiques du partage de la donnée. Bref, le modèle dominant, c'est celui des GAFAM. Ça a été dit depuis tout à l'heure. C'est un modèle de captation, avec des sujets, on y reviendra je pense au cours du débat, de toutes les données qui sont produites, qui sont financées par la puissance publique et dont la valeur est peut-être pas forcément produite par ceux dont on aimerait qu'ils le fassent. Mais même dans le cadre international, je peux parler du partenariat mondial de l'intelligence artificielle dont je suis un des experts et qui est rattaché à l'OCDE, cette question des modèles économiques dans le domaine de l'IA n'était pas non plus dans les feuilles de route. Dit autrement, c'est un sujet qui est sous-jacent, depuis des années, qui est peut-être présent dans toutes les têtes, mais jamais abordé frontalement pour arriver à trouver la manière dont finalement on définit ce que seraient notamment des modèles économiques justes dans l'utilisation de la donnée. Et j'insiste sur ce terme juste, parce que des modèles économiques, il y en a, mais ils ne sont pas tout justes. On voit très bien qu'ils conduisent à des déséquilibres absolument fondamentaux. Et dans le contexte géopolitique que nous connaissons aujourd'hui, ça ouvre encore des nouvelles perspectives. La difficulté d'un élu, c'est qu'on ne peut pas faire 10 ans d'études avant de prendre une décision. Qu'on n'a pas des années à lire les rapports d'experts avant de pouvoir prendre une décision. Et le pragmatisme, c'est de dire quelle est la valeur de la donnée. Alors la donnée, elle sert à quoi ? Elle sert à faire une politique publique. Ok, si j'ai cette donnée, qu'est-ce que ça me fait économiser ? Alors on va prendre à l'envers. J'ai une inondation ou j'ai un incendie feu de forêt. Il coûte à mon économie, il coûte à ma collectivité, à la collectivité globalement, parce qu'il va falloir faire intervenir les pompiers, des forces humaines, parce que ça va détruire des biens, donc il va y avoir des pertes d'assurance, etc., etc. Donc voilà le coût sans données. Et si effectivement on rajoute un outil qui nous permet d'aller plus vite pour éteindre l'incendie, de mieux localiser l'incendie, de minimiser les moyens que je vais mettre
pour arriver à un résultat plus performant, alors effectivement, la donnée, elle est pertinente économiquement dans les politiques publiques. On a un gros problème d'acculturation, on a un gros problème de formation, on a un gros problème de partage de la culture de la donnée. On n'est pas tous au même niveau au même moment. Cette question de la valeur, elle est au cœur des enjeux. C'est des enjeux de formation, des enjeux de compréhension, des enjeux d'économie et de pouvoir équilibrer. Si j'investis dans la donnée, alors qu'est-ce que je gagne en termes de politique publique? En fait, c'est essayer d'attribuer une valeur à la connaissance. Parce que ce dont vous parlez tous, c'est notre capacité à comprendre, à connaître, et c'est ce fondement-là que soutiennent les données aussi. Il y a une question de connaissance, et la connaissance, elle participe de la recherche de performance et d'optimisation des moyens. D'accord, ok. C'est un calcul économique. Je serai plus performant si j'ai des données qui me permettent de prendre les bonnes décisions plus tôt, plus vite, plus rapidement, plus pertinentes, de manière à agir avec un coût moindre que l'impact économique que pourrait avoir une catastrophe. Évidemment, les technologies évoluent, les données évoluent, vous l'avez dit, effectivement, les satellites évoluent, donc on reçoit de plus en plus de données intéressantes, mais cette définition et cette pédagogie du champ des possibles dans l'utilisation de la géodata, elle est très très importante au niveau des politiques publiques. Ce qu'on constate effectivement, c'est peut-être un manque de partage de ces cas d'usage, justement, de ce champ des possibles pour permettre de mutualiser l'effort. Au-delà de la donnée, il y a aussi ce partage et ce besoin d'être d'accord sur la valeur que pourrait apporter tout ça. Une des activités que l'on assure, c'est l'état de la voirie. Avant, on était très content quand on avait une carte vert, jaune, orange, rouge. Aujourd'hui, c'est en quoi je vais pouvoir mieux optimiser mes budgets. C'est vraiment le discours. En fait, la commande aujourd'hui, c'est ça. Prouvez-moi que je vais pouvoir mieux investir. Puisqu'aujourd'hui, mon enveloppe, elle est plus de 10 millions, elle est de 8 millions. Où je dois mettre la priorité. On a bien compris le raisonnement. On a essayé de le faire, ce raisonnement sur justement sur les IDG, sur les infrastructures de données géographiques. Je me souviens de la première étude où on disait 1 euro investi dans Sigeller à l'époque, c'est 4 euros d'économie. C'est pas facile à faire ça je veux dire, on sent bien la direction, mais pour arriver à mettre des chiffres derrière, est-ce qu'on sait faire? Est-ce qu'on a avancé là-dessus? On sait parfois faire, et les exemples de Madame Brunto étaient intéressants. Je pense que l'exemple de l'incendie, on doit pouvoir le faire sur les terribles incendies qu'on a vécu cet été, sans doute. Parce que là, on est capable de chiffrer. Mais quand la valeur, elle va devenir peut-être une valeur sociale, par exemple, pas seulement économique. Vous l'avez esquissé d'ailleurs un petit peu. Il y a aussi tout un champ dans la valeur qui n'est pas toujours, dans l'impact, pardon, et une valeur qui n'est pas forcément une valeur économique. Et donc, elle est difficile. Donc, en fait, sur ces questions, donc il y a des endroits où on va pouvoir le faire, et il y a d'autres où c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a quand même toute une chaîne de la donnée. On a des données brutes, on a des données qui sont retravaillées, mises à disposition d'acteurs qui vont encore les retravailler, et puis peut-être jusqu'à des acteurs comme Imergis qui vont ensuite vendre des produits à des collectivités territoriales et vendre des services, très concrètement. Dans toute cette chaîne, vous avez des choses qui sont totalement fondamentales. On va lancer des satellites, parfois financés par le public, souvent de plus en plus financés par le privé, parfois avec le fait que les données vont être distribuées gratuitement, parfois par le fait qu'elles vont être vendues. Et puis il va y avoir des données très fondamentales, par exemple je pense tout simplement au service public de la donnée, et les jeux de données fondamentales. Comment tout ça s'est financé? Ça aujourd'hui finalement, et donc c'est quoi le coût? Parce que ça a un coût en réalité. Tout a un coût. Est-ce qu'il est réellement évalué globalement? Est-ce qu'il est mis dans une forme de grande équation économique où on se retrouve dans toute la chaîne? La réponse est non aujourd'hui. Et c'est là que je crois qu'il faut qu'on explore une variété, au fond, de modèles. Il y a des modèles qui existent aujourd'hui qui sont ceux des marketplaces. Je suis une entreprise qui a un jeu de données, j'ai le droit de commercialiser ce jeu de données, je le mets sur une marketplace, il y a un acheteur et on fait une transaction. Il peut y avoir des modèles qui seront peut-être sous une forme, je ne sais pas, je vais appeler ça du troc. Peut-être que dans un consortium,
puisque ça a été dit aussi, il y a beaucoup d'acteurs privés, par exemple, hein, qui ont des jeux de données. Vous pouvez avoir des acteurs qui vont être d'accord pour qu'il y ait des traitements collaboratifs de données, où ils vont mettre à disposition leurs données pour que les traitements soient faits, mais parce qu'ils ont un intérêt aussi à ce que le traitement soit fait, parce que pour des raisons variées, ça va leur donner aussi de l'information. Il peut y avoir, d'une certaine manière, une forme de donnant-donnant qui ne va pas forcément se monétiser. C'est une forme complètement différente. Donc, le point, et peut-être que c'est quand même le moment de mettre le mot, parce qu'on ne l'a pas dit dans un débat sur l'économie de la donnée, il faut le dire, c'est que évidemment la donnée, c'est immatériel, et c'est un bien non rival. C'est quand même ça l'élément fondamental qui fait qu'on est en difficulté pour trouver des modèles économiques de la donnée. C'est-à-dire que contrairement à, je ne sais pas moi, cette bouteille qui coûte de l'argent pour être produite et une fois que je l'ai vendue, je ne l'ai plus, la donnée, je l'ai toujours. Voilà. Donc c'est ça le bien non rival. Évidemment, ça bouleverse la manière dont on construit l'économie. Donc il y a des économistes, je pense par exemple à Francis Jutan et à la chaire d'économie des communs à l'Institut Mines-Télécom, qui travaille aussi, lui parle de nouvelles façons de penser l'économie, où il considère qu'aujourd'hui on la considère trop de manière, d'une certaine manière, calée sur l'économie des biens matériels, et qu'il faut penser de manière assez radicalement différente ce nouveau type d'économie. Là, je pense qu'on est aux prémices. Ce qui est essentiel, c'est que chacun se dise comment, moi, dans mon activité, au fond, il y a des enjeux qui relèvent d'un modèle économique, comment je peux essayer de penser ce que peut être un modèle économique juste dans mon secteur, et le travailler peut-être sur des cas d'usage. Parce que le modèle global qui vondrait d'un coup, ça, honnêtement, Ça n'existe pas. Ça n'existe pas aujourd'hui. C'est une organisation des transactions de données, à la fois juridiques, commerciales et techniques. Donc, c'est la manière de répondre à toute cette complexité économique et à tous ces jeux de capture de valeur. Et c'est grâce justement à cette organisation en data space qu'on peut réussir à répartir la valeur de manière équitable entre les acteurs publics et privés qui échangent de la donnée, de manière monétisée ou non monétisée, d'une part, et d'autre part, ça permet d'avoir un cadre de confiance. C'est-à-dire que les espaces communs de données vont éviter qu'un seul acteur, comme un GAFAM par exemple, capte l'intégralité de la valeur. Le modèle privilégié, c'est d'avoir un tiers de confiance, un tiers neutre, qui est l'orchestrateur du partage de la donnée, l'orchestrateur des transactions, une espèce de notaire virtuel qui va gérer les aspects de sécurité, les aspects de gestion des droits et des habilitations pour accéder aux données, et qui va faire office aussi de chambre de compensation et donc de gérer les flux monétaires, financiers de l'échange de données. On a plusieurs exemples en France et en Europe qui ont pu voir le jour d'espaces de données. Agdata Hub en est un, et Antoine pourra vous en parler davantage. EonaX en est un autre qui se base sur les chaînes de valeur du tourisme et de la mobilité, et qui a commencé donc avec l'aéroport de Charles de Gaulle, mais qui est également présent sur l'aéroport de Marseille, avec des cas d'usage. Agdata Hub est en liquidation judiciaire depuis décembre 2024. Il faut aussi mûrir les échecs dans une période de recherche de nouveaux modèles économiques, dans une nouvelle révolution économique. Si on tire les enseignements donc, de ces expérimentations en cours, on voit qu'il n'y a pas qu'un seul modèle, parce que ça dépend des échelles géographiques, justement, qui sont manipulées, des types de data, du secteur dans lequel on est. Si on est dans un secteur concentré, typiquement l'aéronautique, l'énergie, là c'est beaucoup plus simple. Il y a un donneur d'ordre, une kyrielle de sous-traitants, et là l'espace
commun de partage de la donnée, il fonctionne bien. Quand on est dans des marchés, des structures de marché plus fragmentées, l'agriculture, notamment la santé, la transition écologique, le transport, eh bien là, il n'y a pas un leader naturel qui va pouvoir financer un espace commun de données. Et donc, il faut inventer un modèle économique public-privé, puisqu'il y a une part de commun, un socle mutualisé dans l'infrastructure qui va être au bénéfice de tous les participants. Mais il y a aussi des services différenciés à valeur ajoutée qui peuvent être freemium, premium, sur mesure. Donc, chaque cas d'usage, en fait, nécessite d'inventer un modèle économique. Et donc, en fait, quand on parle de la valeur de la data et du modèle économique du partage de la donnée, on parle de deux choses. C'est vraiment très compliqué. On parle de deux choses. On parle à la fois du modèle économique du cas d'usage, donc du besoin visé collectivement par les acteurs qui veulent partager de la donnée. On doit trouver un modèle économique où chacun a des co-bénéfices, où chacun va trouver de la valeur dans ce partage de la donnée. Le cas d'usage crée de la valeur, mais qu'elle est difficile à estimer et qu'elle est plutôt indirecte, avec de l'efficacité dans les process et des coûts évités. Et puis, on a un deuxième niveau, quand on parle de modèle économique du partage de la data. Ce deuxième niveau, donc, c'est ces orchestrateurs du partage de la donnée. Donc, il y en a une dizaine en France. C'est un statut qui est régulé par l'Union européenne et par l'ARCEP en France. Et donc, ces acteurs-là, eux, ils gèrent comme un notaire. Alors, il va y avoir MyTrust. Il y avait Feu Hack Data Hub. Il va y avoir Hub1 Data Trust, par exemple. Donc, c'est en général des startups. Ils vont gérer les briques technologiques de l'infrastructure de partage des données. Ils sont choisis par la gouvernance du cas d'usage. Audrey a employé le terme de notaire, effectivement, dans la notion de data trust, qu'on appelle aussi souvent fiducie de données, effectivement, il y a ce côté effectivement d'avoir un tiers neutre qui va enregistrer comme un notaire, au fond, l'ensemble des transactions. C'est pas forcément lui qui va mettre à disposition, la mise à disposition elle est faite par les acteurs du consortium, en l'occurrence, mais par contre, il va tracer le droit d'accès à des données, éventuellement des aspects de rémunération qu'il peut y avoir autour de ça. Et donc, il y a un côté un peu spécifique qui est quand même assez différent, je crois, des CRIJ. Peut-être que des CRIJ pourraient jouer ce rôle. Ce serait une réflexion à avoir. Après, pour prendre le relais par rapport au CRIJ, c'est que là, on est sur un territoire. Et la difficulté aussi qu'on a, parce que là, c'est le partage de la donnée au sein d'un territoire, on va dire un territoire régional. La difficulté qu'on a, c'est encore, beaucoup, on est face à du cloisonnement dans le partage de la donnée. C'est-à-dire, on partage la donnée à une communauté, mais c'est encore difficile aujourd'hui d'avoir un vrai partage au sens open data, d'avoir de la donnée libre d'accès. Toutes les données ne sont pas libres. Et derrière, c'est aussi le modèle économique, parce que de mettre à disposition un référentiel en open data, comment le faire vivre, qui va financer son actualisation? Les espaces communs de données, les data space, sont le moyen de lever ce frein. C'est ça que l'Union européenne a inventé, c'est de permettre, dans un cadre souverain, dans un cadre sécurisé, de confiance, d'accéder aux données qui ne sont pas ouvertes. Un data space, c'est pour la RGPD des données du secteur économique privé. C'est des smart contracts qui va de manière automatisée gérer l'accès, les habilitations, les droits, avec aussi une identité reconnue, un France Connect intégré. Donc c'est vraiment un mode d'organisation qui est très très puissant pour répondre de manière intelligente avec les moyens de l'Union européenne et des acteurs économiques européens aux GAFAM. Sur le spatial, l'Europe a fait des choix très forts avec Copernicus, mais qui ça a enrichi le plus ? Même si ce n'est pas open data au sens législatif français, l'Europe a fait le choix de distribuer gratuitement la donnée Copernicus. Aujourd'hui, il y a des réflexions pour regarder pragmatiquement qui ça enrichit le plus. Aujourd'hui, la donnée Copernicus, à qui elle profite le plus, c'est aux Américains et aux Chinois. Mais la question se pose de savoir si ce modèle du tout ouvert, en tout cas, est le bon.
Après, ça ne veut pas dire qu'il faut tout fermer non plus. L'objectif est peut-être de trouver justement des nouveaux modèles, peut-être intermédiaires, où la donnée serait gratuite, accessible ou à tarif préférentiel, parce que je pense qu'il y a peut-être des choses à préciser, mais je pense que le modèle de la donnée tout gratuit a peut-être un biais qui est celui de faire croire, et vous l'avez dit, Monsieur Montubert, qui est celui de faire croire qu'elle n'a pas de valeur. Et ça, c'est un souci. Une donnée, ça coûte cher à produire, je le rappelle quand même. Donc, elle a de la valeur au sens où elle est supportée quand même par un financement à minima ou le coût de sa construction. Pour répondre à votre question, oui, il y a un vrai questionnement en ce moment, alors que ce soit aussi au niveau de l'Union européenne ou même auprès du CNES et de ses partenaires. Vous avez sans doute entendu parler de Dynamis. Il y a des réflexions au sein du comité des communautaires pour imaginer de nouveaux modèles, donc au sein de Dynamis 2, qui soient un peu différents de cette mise à disposition gratuite de la donnée. La région Sud s'est engagée depuis 2017 avec Data Sud à effectivement privilégier la donnée mise à disposition gratuitement et mutualisée. Et effectivement, on a mené un combat extrêmement important, qui était plutôt un combat culturel, de chacun à sa donnée, et puis on va pas la partager avec l'autre, parce que l'autre, il va nous prendre nos données, donc on n'hésitera plus. Il y a ça aussi quand même, on part de là quand même. Moi, je me souviens avoir pris mon petit bâton de pèlerin pour aller convaincre les collectivités, les unes après les autres, qu'on se mette ensemble et qu'on ait nos données ensemble. Et on va signer la première convention pour notre jumeau numérique avec Enedis sur l'ensemble de nos départements. Mais comment soutenir les entreprises? Puisque c'était cette idée, je reviens sur cette idée de l'open data qui allait soutenir l'économie numérique. Alors, les entreprises, effectivement, il y a les données qu'on met à disposition, mais c'est pas suffisant. Après, on commande des POC, par exemple. Des preuves de concept. Des preuves de concept pour aller vers plus de fiabilité, de pérennité, de démonstration, de pédagogie, de concertation avec la communauté d'usagers, etc. Et puis ensuite, effectivement, il y a des moments où on a besoin, et effectivement Copernicus étant libre, mais comme on ne sait pas les lire, donc on passe par des startups qui nous les traduisent et qui nous les traduisent dans des cas d'usage bien précis qui nous servent effectivement dans nos politiques publiques. Donc c'est des moyens de soutenir les entreprises, de soutenir les filières industrielles, les filières technologiques, de soutenir la feuille de route IA, on soutient les technoclés, on soutient les preuves de concept et on orchestre ce qui nous semble correspondre aux besoins de nos collectivités en espace mis gracieusement à disposition ou par un financement mutualisé et par des coopérations avec les acteurs, le CRIJ en particulier, mais également tous les acteurs avec lesquels on a besoin ou on estime avoir besoin de coopérer, et on essaye de le faire. Dans le rapport Data et Territoire, qu'on avait remis il y a presque 2 ans, dont l'objet c'était de faire des recommandations pour pouvoir augmenter l'utilisation de la donnée dans le cadre du pilotage des politiques publiques territoriales. Dans la lettre de mission était pointé le fait que finalement l'open data ne concernait que 14% des communes, alors que la loi pour une république numérique imposait normalement à toutes les collectivités de mettre ces données en open data. Donc on a essayé d'analyser ça, d'abord en voyant que quand même la politique d'open data n'a pas été un échec tel qu'on le dit, parce qu'on est, je ne sais plus à quelle place on est dans le top 3 mondial en France, top 3 mondial des pays pour l'ouverture des données, donc c'est quand même pas rien. Mais l'open data, il faut se souvenir que, comme toute politique, c'est inscrit dans un contexte historique. Même s'il est récent, le monde change tellement vite qu'il faut peut-être le rappeler. C'est le monde des années 2010. Et je le qualifierais sur 2 aspects très simples. L'aspect géopolitique, l'aspect technologique. Sur l'aspect géopolitique, on était en plein dans une structuration internationale qui était celle d'un libre-échange dont on pensait que l'augmentation du libre-échange allait nous apporter d'une part du développement économique et d'autre part de la paix dans le monde. Technologiquement, la capacité, grâce à Internet et grâce au web, de mettre à disposition des données qui pouvaient être téléchargeables et utilisables par d'autres.
Donc l'open data, il s'inscrit parfaitement là-dedans. Il s'inscrit dans le fait que, alors il y a quand même une troisième composante qu'il faut avoir en tête dans l'open data, elle reste très très importante, c'est la question de la transparence. Le contexte aujourd'hui, il est plus du tout le même. Si on parle du point de vue géopolitique, je pense qu'il a échappé à personne dans cette salle qu'on n'est plus dans les années 2010. On n'est plus dans un monde où on pense qu'il va y avoir une dynamique multilatérale qui va nous permettre, avec des règles respectées par tout le monde, de continuer. Elles sont juste mises à mal complètement. On a des blocs aujourd'hui économiques qui s'opposent. Ça, c'est le côté géopolitique. Le côté technologique a aussi beaucoup changé. Aujourd'hui, on est en capacité de faire des traitements de données avec des méthodes, par exemple, de chiffrement, avec des technologies de renforcement de la confidentialité qu'on ne pouvait pas faire dans les années 2010. Donc la question ne se pose plus du tout de la même manière, même quand on parle de partage de données, quand on parle d'échange de données. Mais en réalité, on parle avec des termes qui étaient ceux qu'on utilisait il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, on peut mettre, on peut faire en sorte qu'un jeu de données qu'on détient soit utilisé dans le cadre d'un calcul sans que personne voie le jeu de données. Ça change radicalement la donne. Et tout ça, effectivement, ça s'insère dans la question des espaces communs de données. Et je pense que c'est un changement de paradigme. Et je termine avec ça. Moi, souvent, je dis on est en train de passer à l'open data 2.0, en réalité, avec les espaces communs de données. Est-ce que les espaces communs de données sont vraiment une solution? Est-ce que ce n'est pas une vieille solution qu'on a un peu recyclée en l'appelant différemment? On a compris aujourd'hui, récemment, que c'est la gouvernance et la confiance qui sont clés. Et ça, on ne l'avait pas compris il y a 25 ans. Et cette gouvernance, c'est de s'unir pour ne pas subir la dépendance aux hyperscalers américains et chinois. Et donc, il faut s'unir, public, privé, trouver des nouveaux modèles de PPP, de partenariat public-privé, trouver comment financer du commun et mettre en place des services différenciés, premium ou customisés. Et donc, c'est ça qu'on a compris et c'est ça qu'on est en train d'affiner, de peaufiner au cas par cas. Puisqu'en fait, on a aussi compris qu'il n'y avait pas qu'un seul modèle et qu'il y en avait énormément en fonction des données qui sont manipulées, des secteurs d'activité, du poids de l'intérêt général ou des intérêts industriels stratégiques. Donc, le cadre de confiance, la souveraineté, le fait qu'on reste maître, propriétaire, que nos entreprises restent propriétaires de nos données stratégiques, mais les mettent à disposition de tous. C'est ça, en fait, la nouveauté et la grande, j'ai envie de dire, le côté très malin de l'Union européenne. Les hyperscalers, ils n'ont pas nos données d'entreprise, ils ne les auront jamais. Et nous, on va capitaliser dessus sans en perdre le contrôle et tout en permettant à nos entreprises d'être sereines et de les protéger. Bonjour, David Aimé de l'Adréal Nouvelle-Aquitaine. Je veux savoir pour les data space, quelle garantie vous donnez de souveraineté européenne pour tout l'écosystème qui tourne autour des data space? Je réponds rapidement, puis peut-être que Bertrand pourra compléter. Donc en fait, ce qu'on favorise, c'est l'interopérabilité à partir de standards qui sont conformes donc à l'association Gaia-X, l'association européenne Gaia-X. Dans le data space, comme Audrey l'a dit, il y a une notion qui est fondamentale. En fait, on est en train de parler de commun de données. La notion de commun, elle n'est pas complètement nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un consortium. Il y a un consortium d'acteurs dans un data space qui se met d'accord sur des règles. Qui on inclut dans le data space, tout simplement? Quelles sont les règles pour justement déclencher des traitements de données? Qui a le droit de le faire? Peut-être que les acteurs du consortium, peut-être d'autres acteurs. Sur quel mode d'habilitation on va permettre de le faire? Là, on peut avoir des éléments de contrôle qui sont extrêmement importants. Dans le cadre des data space, tu as évoqué la question des criches tout à l'heure, quand on parlait des fiducies de données. Je pense que les criches peuvent vraiment jouer un rôle sur la constitution aussi de data space territoriaux. Ce qu'a évoqué Audrey, pour l'essentiel, et qui sont faits au niveau européen, ce sont des data space sectoriels. Et ils sont extrêmement importants. Ils sont très complexes aussi à créer. On peut aussi faire des data space à une échelle territoriale. Il y a un mot, là encore, je reprends le mot qu'a évoqué Audrey, c'est celui de la confiance. Ce mot, il est essentiel. Un des bénéfices de la régulation, c'est qu'il y ait de la confiance, et que cette confiance, elle est génératrice de développement économique. Dans un data space,
territorial, et on a travaillé, on va essayer d'en monter un avec OpenIG et Equitia en Occitanie, data space territorial. On peut aussi essayer de faire du multisectoriel, ça viendra compléter le panorama. La plateforme de connaissance des territoires de la région sud sera certainement un data space de demain, transversal, thématique, avec des tiers de confiance que sont les collectivités et avec l'ensemble des producteurs de données. Parce qu'effectivement, les régions sont, de par la loi NOTRe, chefs de file du développement économique, donc on a un intérêt à le faire.